Bonjour et bienvenue à la remise du prix Lumière, le prix de la relève, qui est décerné cette année à Jade Almeida. C'est la deuxième année qu'on remet un prix de la relève et l'intention était d'encourager les jeunes chercheuses et chercheurs à s'intéresser à la question des inégalités et à reconnaître le fruit de leurs travaux. Alors, sans plus tarder, j'inviterai Esther Duflo, récipiendaire du prix Lumière sur les inégalités 2023, à dire quelques mots en fait sur la question de la relève pour introduire, juste pour précéder la remise du prix formellement à Madame Almeida. Alors, je vais faire très très court parce que l'objectif aujourd'hui c'est de célébrer Jade et non pas m'écouter parler. Mais juste pour dire que quand nous avons reçu le prix Nobel il y a quelques années de ça, la première chose à laquelle nous avons pensé, c'est pas un prix Nobel pour nous, c'est un prix Nobel pour un mouvement de gens qui travaillent sur l'économie du développement, sur les pauvres, d'utiliser les expériences, etc. Et tout ça, c'est pour dire l'importance qu'il y a dans un processus de développement d'un agenda de recherche, d'un agenda de politique, d'avoir des jeunes chercheurs qui se mettent dans le mouvement. Et dans ma carrière à moi, je fais énormément attention à la formation des étudiants, à les accompagner dans leur carrière pendant, avant, après être devenu étudiant. Et c'est absolument formidable d'avoir eu cette idée d'avoir un prix pour des jeunes chercheurs. Et je suis ravie d'avoir l'occasion de remettre celui-ci à Jade. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. Alors, Jade, on vous garde avec nous. Merci beaucoup, Madame Duflo. Vous pouvez vous asseoir, prenez place. François Fournier, chercheur à l'Observatoire, va maintenant nous faire une entrevue avec Madame Almeida. Asseyez-vous. Ce qui nous permettra aussi de mieux comprendre le choix du jury et les raisons pour lesquelles Madame Almeida se mérite ce prix cette année. Alors, mes félicitations. Merci encore. Bonne entrevue. Bonjour, Jade. Bonjour. Je tiens d'abord à souligner que votre prix a été remis par décision unanime du jury. Et je pense que par mes questions, vous allez comprendre pourquoi, à quel point on a apprécié votre candidature. Merci. Alors, écoutez, j'aimerais tout d'abord reconnaître que nous sommes sur l'île de Tchouktchak, territoire non cédé des Kanyen'kak. Et Jade, vous êtes québécoise, originaire de Guadeloupe. Dans la dédicace de votre thèse de doctorat, vous rendez hommage à votre mère Martine et à votre père Joseph-Louis. J'aimerais que vous parliez un petit peu d'eux et de votre vie et de vos études en Guadeloupe. Tout d'abord, merci d'avoir lu la dédicace. C'est extrêmement rare qu'on prenne le temps de lire les dédicaces sur les thèses. Donc oui, moi je suis arrivée à Montréal il y a 6 ans, mais j'ai grandi en Guadeloupe. J'ai grandi en Guadeloupe avec ma maman en l'occurrence. Et la Guadeloupe, c'est un territoire qui est toujours une colonie française, qui est le résultat de l'histoire coloniale française. Et du fait de cette histoire, j'ai grandi sur un territoire qui, en dépit du fait qui est à 8000 km de la France, c'est un territoire où on parle français. La langue qui a été imposée, c'est le français. Je suis allée à l'école française parce que l'école, bien sûr, quand il y a une colonisation, on force les institutions de la métropole. Donc, du coup, on a forcé aussi l'institution scolaire française. Donc, j'ai grandi sur un territoire qui, comme j'ai dit, se situe à 8000 km du territoire français, dans une famille qui est indépendantiste. Donc, ma maman, l'anecdote familiale, c'est que lorsqu'elle allait au lycée, elle loupait des cours pour aller distribuer des tracts contre la colonisation française. Donc j'ai eu la chance de grandir dans cette famille avec ce type d'histoire et ces positionnements politiques. Et bien sûr, ça a eu un énorme impact sur mon travail. Et ma mère comme mon père sont les personnes qui m'ont permis, ma conjointe, qui m'ont permis de mener tout ce travail jusqu'à aujourd'hui. Et qui m'ont convaincue que ce que j'avais à dire avait de l'importance. Donc du coup, ça a donné une thèse. Quand même assez extraordinaire. Jade, vous avez une trajectoire très riche, autant sur le plan de la recherche que comme praticienne orientée vers l'action. Et dans votre cas, c'est deux perspectives qui se confondent, qui se nourrissent mutuellement. C'est une démarche très holistique, je dirais. Vous avez un esprit critique aiguisé. Vous êtes active sur divers fronts
contre la discrimination et contre les inégalités systémiques. J'aimerais d'abord qu'on aborde un peu votre cheminement académique. Vous êtes sociologue aujourd'hui, mais vous êtes passé par l'étude de l'histoire auparavant. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette période où vous avez d'abord passé par l'histoire, votre intérêt pour l'histoire et ce que vous y avez trouvé? Oui, j'ai débuté en histoire, tout à fait. J'ai fait une licence, puis j'ai fait un master en histoire culturelle du contemporain. Et puisqu'apparemment je suis un petit peu masochiste, j'ai refait un master, mais cette fois en sociologie. Parce qu'un, ça ne suffisait pas. Mais c'est vrai que j'ai commencé mon parcours académique en histoire. Je suis passée par la Sorbonne, puis par le HESS, qui est l'école des hautes études en sciences sociales. Et donc, comme j'ai dit, moi j'ai une histoire d'amour-haine un peu avec l'histoire, parce que étudier l'histoire, c'est étudier un récit, malheureusement, où on a quand même un récit qui a été écrit par les vainqueurs. Et donc, en tant que femme noire, queer, issue d'un territoire qui a été colonisé, étudier l'histoire, c'était ne pas nous trouver ou avoir énormément d'invisibilisation, de silence, de mise sous silence de nos résistances, de nos résiliences. Donc, quand je dis que j'ai grandi en Guadeloupe, ma maman, elle est allée à l'école en Guadeloupe et puis elle a dû apprendre nos ancêtres les Gaulois. Puis moi, je suis arrivée au lycée en Guadeloupe et je suis arrivée à la génération où on voulait enseigner la colonisation, mais les bienfaits de la colonisation. C'était le fameux projet de loi, c'était au moment où j'étais moi-même au lycée. Donc j'allais en cours d'histoire, j'adorais étudier l'histoire et en même temps j'avais cette relation amour-haine avec l'histoire parce que le récit historique, c'est bien sûr un récit fictif qui sert à créer la nation. Hein, ça a été mis en avant par beaucoup de travaux. Et comme j'ai dit, moi j'étais en histoire culturelle du contemporain et je citais tellement de sociologues dans mes travaux parce que je voulais essayer de comprendre comment on était arrivé à cette société aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis tournée vers l'histoire. Je voulais comprendre comment est-ce qu'on est sous ce système capitaliste profondément inégalitaire. Je vais aller chercher les réponses en histoire parce que étudier nos morts, finalement, c'est aussi étudier nos futurs. Il y a aussi beaucoup de choses à dire là-dessus. Et finalement, je citais tellement de sociologues que je me suis dit, bon, autant passer en sociologie. Mais ça, c'est parce qu'on a un système éducatif qui est très par catégorie, qui nous oblige à choisir. Finalement, mes travaux sont très transversaux. J'essaie de bien rester dans un bon français. Donc, je continue à citer beaucoup d'historiens, mais finalement, je suis passée en sociologie. Avant d'aborder votre thèse de doctorat, j'aimerais connaître le bilan que vous dressez de votre expérience de l'institution universitaire, académique, autant en France d'ailleurs qu'au Québec. Encore une fois, une relation amour-haine, je pense que ça va être le fil rouge. J'adore être à l'école, j'adore être étudiante. J'ai toujours dit, si je pouvais juste passer mon temps à apprendre, je le ferais. J'adore être en salle de classe, que ce soit en tant qu'étudiante, qu'en tant qu'enseignante ou chargée de projet. Mais encore une fois, en tant que femme noire, je n'ai plus vu d'enseignante ou même de chargée de cours ou d'auxiliaire noire à partir du moment où j'ai quitté la Guadeloupe. Que ce soit le HESS, la Sorbonne, l'UDM, puisqu'en l'occurrence, je suis allée à l'Université de Montréal pour mon doctorat. Et donc, non seulement je n'avais plus personne en termes d'enseignement qui me ressemblait, mais même plus je grimpais les échelons universitaires, plus j'étais seule. Donc, il y a un isolement très fort au sein du milieu académique. Et c'est comme voir littéralement tous les jours le plafond de verre, c'est savoir à quel moment sa carrière va s'arrêter, parce qu'on le voit manifestement autour de soi. Et c'était extrêmement dur à naviguer en termes d'institution. Et il y a quand même des spécificités qu'on regarde dans l'institution française qui est très rigide, qui est très par concours. Il y a quand même une hiérarchie très importante en France. C'est le vouvoiement. C'est moi que j'ai été très choquée en arrivant au Québec et d'entendre des étudiants tutoyer leurs professeurs et dire je t'écris un courriel, j'ai comme si ce n'est pas ton ami. Donc je trouvais ça très étrange. Puis c'est quand même deux systèmes bien différents, mais le système académique tel que l'on a actuellement, en tout cas à l'université, ça reste cette tour d'ivoire très isolante, très séparée du terrain. Et c'était justement ce qui m'a menée à faire le type de travail que je fais actuellement, c'était de ne pas rester dans cette tour d'ivoire, de ne pas me retrouver isolée dans cette tour d'ivoire. Parlez-nous un peu de votre thèse de doctorat qui, soit dit en passant, a reçu la mention exceptionnelle. Le titre de votre thèse, c'est « Les femmes noires qui aiment les femmes, résistance au rapport de pouvoir enchevêtré ». Vous y analysez donc notamment les conditions de vie de femmes noires qui aiment les femmes. Qu'est-ce que vous avez découvert? C'est quoi les points marquants de votre thèse? Les points marquants, je dirais, ce sont leur résistance, ce sont leur résilience, ce sont une capacité, pas seulement à survivre, mais à vivre. Pour la petite anecdote, pourquoi j'ai fait ce type de thèse, c'est parce que, encore une fois, quand je cherche à trouver des solutions, je me tourne vers les livres. Lorsque j'ai réalisé le type d'orientation sexuelle que j'avais, le type de vie que j'allais mener, j'ai voulu me chercher dans les livres. Je me suis dit, je vais chercher d'autres femmes noires qui aiment des femmes et voir ce qui est advenu d'elles.
Et non seulement il n'y en avait pas beaucoup, parce qu'on ne fait pas ce type d'études majoritairement, mais le peu d'études que je trouvais étaient des études que j'appelle moi très misérabilistes, très tournées sur les traumas, très tournées sur les douleurs, pratiquement du trauma porn. J'avais énormément de mal à m'y retrouver ou à retrouver le cercle auquel j'appartiens, à y retrouver ma conjointe. Donc je me suis dit, oui, on peut parler des discriminations, on peut parler des inégalités, mais il y a une manière d'en parler qui permet toujours de mettre de l'avant la gentilité, qui permet toujours de mettre de l'avant la résilience, parce que lorsqu'il y a oppression, lorsqu'il y a trauma, il y a toujours résistance, il y a toujours eu résilience, il y a toujours eu des combats pour lutter contre ces inégalités, et j'avais du mal à le trouver dans ces écrits-là. Donc lorsque j'ai fait ma thèse, le point important que je voulais mettre de l'avant, c'était cette agentivité, c'était leur résilience. Et du coup, ma thèse montre cette cartographie de stratégies de résistance, que ce soit au quotidien, dans le micro, à moyen, court ou long terme. Parfois, ce sont des stratégies qui leur permettent de survivre au quotidien, qui sont contre-productives parce qu'à long terme, ça a des conséquences. N'empêche qu'elles font des choix. Donc ça, c'est une des premières choses que j'ai voulu montrer. Et ce sont aussi des personnes, et je suis inclus dans cette thèse, donc ça, c'est quelque chose d'assez particulier, mais je fais aussi une auto-ethnographie qu'il a fallu que je défende. Mais ce sont aussi des femmes qui ont extraordinairement conscience de ce qui se joue contre elles. Elles peuvent expliquer exactement le type de société qu'elles naviguent, pourquoi elles font ce type de choix. Donc, elles ne sont absolument pas dépourvues d'agentivité, au contraire, et on ne peut pas comprendre leur vie sans prendre en compte cette agentivité. Vos expériences et compétences professionnelles sont vraiment multiples, à la fois dans l'enseignement et le transfert de connaissances. Vous faites des conférences, vous produisez des capsules vidéo, vous participez à des panels. Vous êtes aussi chargé de projet au Conseil québécois LGBT depuis 3 ans et vous venez de cofonder Arambek, collectif féministe noir. Parlez-nous d'abord de votre travail au Conseil québécois LGBT où vous faites de la recherche terrain et du transfert de connaissances, et cela dans un contexte où il y a des manifestations contre les performances drag et un contexte de marginalisation des personnes trans qui, comme on le sait, sont parmi les populations qui vivent les plus fortes inégalités sociales. Tout à fait. En ce moment, on constate, le regard est beaucoup tourné vers les États-Unis, mais ce n'est pas quelque chose qui est spécifique aux États-Unis. Au contraire, on constate qu'il y a une hausse de haine, de violence envers les communautés LGBTQ+, et ce, à travers toute l'Amérique du Nord, en l'occurrence, pour le Conseil québécois LGBT. Et notamment, les personnes trans sont parmi les surreprésentées dans tout ce que vous pouvez penser en termes de discrimination au logement, discrimination à l'emploi, en termes de crimes de haine sont surreprésentés, le risque d'itinérance. Donc il y a énormément il y a une situation actuelle qui est extrêmement oppressive et qui se renforce malheureusement drastiquement. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous sommes en train de travailler au Conseil québécois LGBT pour attirer l'attention et tenter de développer et soutenir nos membres, parce qu'on fait de la représentation de membres. Et au sein du Conseil, moi, je suis plus particulièrement chargée d'un projet qui est plus spécifique sur les plaintes. Donc, en l'occurrence, ce sont tous les processus de plainte pour les institutions publiques et parapubliques. Et c'est un projet qui vise à dresser un portrait de la relation entre communauté LGBTQ+, et plaintes. Parce qu'on le sait, les communautés LGBTQ+, encore une fois, sont surreprésentées dans tous les cas de discrimination, on le sait. Mais en dépit du fait qu'on ait cette surreprésentation cas de discrimination, elles sont sous-représentées dans le nombre de personnes qui portent formellement plainte. Donc, il y a un décrochage quelque part. Et nous, notre question, c'était pourquoi est-ce que les personnes qui subissent le plus ne vont pas formellement porter plainte. Et on ne parle pas uniquement du SPVM, en l'occurrence, on parle de tout type d'institution qui accompagne en termes de plainte. On retrouve cette sous-représentation. Et donc, on essaie de dresser un portrait et ensuite de voir qu'est-ce que l'on peut faire pour accompagner les communautés. Ce qui parfois ne veut pas dire travailler avec les institutions. Parfois, ça veut dire, OK, ces communautés ont déjà quelque chose peut-être entre elles pour éviter justement de passer par les institutions. Donc, comment est-ce qu'on peut leur apporter un soutien, une stabilité par rapport à ça? Ce qui touche également au fait que, puisqu'on est dans une situation où il y a une hausse de violence contre les communautés LGBTQ+, il va du coup avoir une hausse de cas également à dénoncer. Et donc, par rapport aux plaintes, encore une fois, ça va devenir un enjeu de plus en plus important pour les institutions. Vous avez cofondé donc Arambek, un collectif féministe noir. Qu'est-ce que ça signifie à Arambek? Alors, on a utilisé ce terme parce qu'il date en fait d'un article qui a été écrit par le docteur Esmeralda Thornhill et Shirley Small. Et le docteur Esmeralda Thornhill, c'est la première femme noire à avoir donné un cours sur le féminisme noir à Concordia. Et cette année, ça fera 40 ans. Donc, justement, un des premiers événements que Arambek organise, c'est une commémoration de ce cours. On a eu la chance de prendre contact avec le docteur Esmeralda Thornhill, donc on travaille avec elle. Et un des axes importants de Arambek, c'était justement de faire le lien intergénérationnel et de travailler également aux archives
archives, donc de montrer comment on ne réinvente pas la roue des femmes noires qui se mobilisent au Canada, des femmes noires qui se mobilisent au Québec. Il y en a depuis des générations. C'est parfois difficile de faire le lien de génération en génération. Et donc, Dr. Esmeralda Thornhill et Shirley Small ont écrit un article où elles utilisaient le terme, elles ont inventé un terme qui est en fait une contraction entre Harambee, qui est un terme swahili, qui est utilisé pour... c'est l'idée de s'organiser tous ensemble pour supporter le quotidien, pour aller de l'avant tous ensemble. Le self-care, mais le community care, donc vraiment le soin par la communauté, et Québec, donc Bec pour parler spécifiquement de ce que subissaient les femmes noires au Québec à ce moment-là, donc Arambec. Et nous, quand on a cherché un nom pour notre collectif, on a contacté donc Esmeralda Thornhill, on a aussi retrouvé Shirley Small qui a 90 ans, qui vient à Ottawa, donc on a pu l'appeler, on leur a demandé l'autorisation de pouvoir utiliser ce terme pour faire un lien également avec ce qu'elles avaient déjà commencé à fonder il y a 45 ans. Et donc c'est pour ça que notre collectif s'appelle Arambec. Et vos actions, la mission, les actions, les revendications de Arambec, ça tourne autour de... Est-ce qu'il y a des priorités, des axes prioritaires? Tout à fait. On veut refaire le monde. C'est l'axe prioritaire. Mais disons qu'on a toutes les trois fondé un collectif où on intervient sur 3 domaines. Tout d'abord, on a le domaine artistique, le domaine communautaire et le domaine universitaire, puisqu'on vient toutes les trois de ce milieu-là. Donc avec Marianne Lopez et Pauline Lomami. Pauline Lomami qui vient du domaine artistique, Marianne Lopez qui travaille à l'Institut Simone de Beauvoir et qui a été vice-présidente de la FFQ, qui a énormément d'années de rassemblement, de travail, de mobilisation communautaire, et moi-même qui viens donc du milieu universitaire, mais qui est aussi dans le milieu communautaire. Donc quand on a créé Arambec, c'était pour faire le lien entre ces 3 milieux, mais également donc on a des axes, un axe très important en lien avec les archives, qui est de lutter contre l'invisibilisation et la mise sous silence des travaux qui ont été portés par des femmes noires radicales des années 70. Ça, c'est un axe qu'on a eu la chance d'être soutenu par Concordia également, puisqu'ils sont dans un plan d'adresser cet effacement qui a eu lieu au sein de l'institution, donc grâce au programme SHIFT, qui a soutenu la création de notre collectif. On veut également pouvoir accompagner par le mentorat, donc on essaie de mettre en place, que ce soit pour des femmes noires ou des personnes de genre non-binaire noir, artistes, qui travaillent dans le milieu communautaire, qui sont dans le milieu universitaire, donc faire des discussions intergénérationnelles, les aider à mettre en place les transferts de connaissances, le soutien. Donc on a un axe en lien avec le mentorat. Et on a également tout ce qui est une mobilisation communautaire autour d'enjeux qui touchent plus particulièrement les communautés noires. Donc c'est là par exemple où on essaye de travailler avec des collectifs comme des femmes de police, donc où on essaye de mobiliser la communauté et de voir ce qu'on peut apporter en termes de soutien. Et on a un site internet qui sent bien, donc si jamais ça vous intéresse d'en apprendre plus, ce sera en ligne. Et parlant de police, justement, un de vos autres projets réalisés en collaboration, donc, porte sur le racisme et la police dans les écoles à Montréal. Vous plaidez entre autres contre la présence de la police parce que vous estimez que l'usage plutôt que de privilégier l'usage des forces de répression, il faudrait d'autres solutions qui sont possibles à court, moyen et long terme. Donc, pouvez-vous nous parler davantage un peu de ce projet-là? Tout à fait. Alors, il faut savoir que sur cet enjeu-là, Marianne Lopez notamment fait partie de Des femmes de police, qui est l'organisme qui a aussi une branche qui s'appelle École sans police. Et donc, du coup, quand on a créé Arambec, on voulait absolument continuer à pouvoir soutenir ce travail, mais c'est un travail qui est beaucoup mené par des femmes de police, si jamais vous voulez en apprendre plus sur les actions. Notamment, École sans police est en train d'organiser les town halls à travers tout Montréal. Je pense que le prochain sera à Parkex, justement pour parler, discuter avec les parents pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe actuellement, parce que non seulement donc, le budget de la police à Montréal a été drastiquement augmenté, c'est une des plus grosses augmentations, il me semble que c'est la plus grosse augmentation que la ville n'a jamais connue, et ce à travers toute la province. Je pense qu'on parle de 63 millions qui va leur être attribués, alors que l'année passée, la police a dépassé son budget. Mais en plus, on a donc ce projet où la police qui avait, grâce à beaucoup de mobilisation communautaire, beaucoup d'associations qu'on avait diminué leur présence au sein des écoles, finalement, il y a ce nouveau projet qui est soutenu également par la ville de Montréal, mais pas seulement, pour qu'il y ait la présence policière qui fasse la tournée dans les écoles et puisse intervenir ou faire ce qu'ils appellent de l'intervention communautaire dans les écoles. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup dénoncé, que ce soit au niveau du milieu communautaire et par beaucoup d'associations, également des associations de parents, parce que la présence policière au sein des écoles participe notamment à des phénomènes qu'on appelle le school to prison pipeline, donc ce lien étroit entre l'école vers la prison que subissent notamment les communautés racisées, tout particulièrement les enfants noirs. Donc ce push-out, le fait d'être poussé à l'extérieur de l'école, n'est pas seulement être poussé à l'extérieur de l'école, poussé vers le système judiciaire, vers un système de criminalisation. Et la présence policière participe de cela. Autre chose également, c'est que l'énorme budget que reçoit la police est un budget qu'on pourrait réallouer
à des initiatives, notamment des initiatives communautaires, dans un moment où on a énormément de crises. Et la réponse, plutôt qu'une réponse qui est par la répression par les forces armées, devrait être une réponse de renforcement du tissu social, de stabilité des communautés. Et donc ça, c'est également dénoncé, et c'est pour ça qu'on essaye de travailler avec ces collectifs. Vous êtes critique de ce que vous appelez la course à la diversité. On aborde de gros dossiers dans cette entrevue. Et vous êtes critique, je pense, aussi de la notion même de diversité qui tend à cacher plutôt qu'à montrer. J'aimerais vous entendre un peu là-dessus. Il nous reste peu de temps encore, là, mais... C'est vrai que je réalise que j'ai fait une capsule vidéo où je passais juste 20 minutes à critiquer le terme diversité. C'est vrai que c'est un terme qui a été totalement dépolitisé et déradicalisé. Maintenant, diversité, c'est un mot valise derrière lequel on peut absolument mettre tout et n'importe quoi. Donc, c'est une première critique qui est apportée. Mais le problème de la diversité, c'est que ça joue le jeu de la non-performativité. Donc, on rentre dans la tokenisation. Par exemple, c'est un des exemples qu'on peut démontrer comme un problème avec la diversité, cette idée d'embaucher pour donner l'image d'une inclusion qui n'a pas été faite, et en plus contrecarrer toute critique en disant regardez, c'est bon, on a fait le travail puisqu'on a embauché telle personne. Donc sa simple présence envoie un message d'une action qui aurait été menée qui n'a pas été menée, c'est-à-dire un travail de fond par rapport à ces enjeux d'inclusion. Tout particulièrement avec la critique autour de la diversité, c'est que nous avons mené avec Marianne, nous avons mené un travail autour de l'expérience des femmes noires au sein des organismes féministes québécois, parce que ces dernières années, il y a eu ces embauches du fait de la popularité de la diversité. On a eu des embauches massives dans des espaces qui historiquement étaient occupés par des femmes blanches, et donc massivement on a eu ces embauches de femmes racisées, notamment de femmes noires au sein de ces espaces, des espaces qui sont pensés comme supposés être sécuritaires d'un point de vue du genre et qui n'ont jamais réfléchi à l'enjeu racial avant l'arrivée de ces femmes noires, parce qu'il y a une absence de réflexion et de compréhension de ce qui se passe en termes de racisation tant que les personnes racisées ne sont pas dans la pièce, en dépit du fait que la racisation, c'est un phénomène qui touche... c'est tout un cours de sociologie. Mais du coup, on a attendu que ces femmes noires rentrent dans ces espaces pour parfois ne même pas avoir des réflexions. Et donc, on a interviewé énormément de ces femmes noires parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un turnover extraordinaire en termes de recrutement. Et parfois, elles tenaient à peine quelques mois, une semaine. Soit il y avait des renvois, soit elles quittaient. Et on se demandait qu'est-ce qui se passe avec ces... On savait ce qui se passait, mais on voulait avoir des données pour prouver que il y avait des discriminations, il y avait des violences qui n'étaient même pas conscientisées comme des violences parce qu'on pensait que ce sont des femmes, et les femmes entre elles ne peuvent pas être violentes. Et donc on a fait cette recherche pour démontrer, non, il y a bien des violences qui sont spécifiques à ces espaces, des violences qui sont notamment raciales, et parce qu'on a cette course à la diversité, parce qu'on a ces organismes qui veulent absolument se placer sur certains financements et avoir la légitimité de recevoir ces financements, vont tomber dans la tokenisation et donc vont participer à ces violences sur d'autres femmes, en l'occurrence des femmes noires, qui rentrent dans ces organismes et parfois avec beaucoup d'optimisme, beaucoup d'attente, et ce qui rend la chute encore plus dure de se dire, mais en fait, c'est encore pire, et pourtant je m'attendais à enfin trouver un espace où j'aurais pu travailler à l'amélioration de la société. Mais encore une fois, c'est très très large, mais c'est pour ça aussi qu'on est très critique de la diversité, parce que c'est un mot valise qui mène à énormément de violence et qui en plus contrecarre toute possibilité de critique. Jade, je vais terminer, non pas par une question, mais par une citation de vous que je trouve importante. Il y a un message très important. Vous écrivez « Nous avons besoin d'une très grande solidarité de lutte, mais cette solidarité doit se faire entre sujets politiques autonomes, ce qui nécessite de pouvoir s'organiser également en non-mixité et à travailler à la stabilité des groupes les plus marginalisés. » Je trouve ça très, très fort parce que la plupart des gens vont voir ça comme contradictoire, alors que ça ne devrait pas être contradictoire. Et si on veut une vraie solidarité de lutte, il faut s'approcher en tant qu'égal. Vous montrez le chemin. Merci beaucoup. Jade Almeida, merci Merci infiniment. pour cette entrevue.